On va avoir une séquence sur justement ce métier de directeur d'EHPAD, puisque vous avez vu que pas mal de directeurs dans l'enquête qui vient d'être publiée avaient peut-être envie de le quitter, ce métier. Est-ce que tout le monde a un micro? Non? Alors je vais allez-y, prenez-le et puis comme ça, on va se le partager. Merci. Ok, super, chacun le sien, c'est encore mieux. On va commencer par vous, Pascal. Vous publiez une séquence régulièrement sur les réseaux et notamment sur LinkedIn. Vous avez une audience qui augmente et qui dépasse 1,5 million de vues en moyenne sur l'année. Dites-nous pourquoi vous le faites. Pourquoi vous faites ça? Mais avant de nous dire ça, est-ce que ça vous éclate, ce métier de directeur d'EHPAD? Merci Annie. Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors, est-ce que ça m'éclate? Oui, ça m'éclate au sens premier du terme, parce que faire en effet 60 heures, 70 heures par semaine, ça nous éclate, mais alors complètement. Le week-end aussi, ah oui. Hein? Ah oui, hein? Ah oui, bien sûr. Donc en soi, oui, ça m'éclate, ça m'explose, enfin il y a plein de façons de le décrire. C'est avant tout un métier pour lequel il faut être engagé. Je suis engagé, donc ce métier me plaît, mais c'est pas l'éclatade, quoi. C'est pas du tout ça. Pourquoi est-ce que je communique? Pour 2 raisons, principalement. La première, c'est la question de l'attractivité de l'établissement. Grâce à ma communication, l'établissement est plus attractif, on va en parler. La seconde, c'est pour tenter de donner une autre image des EHPAD, pour essayer de créer une forme de curiosité bienveillante à l'égard des EHPAD. Bien entendu, si je communique, c'est parce que l'EHPAD dont je suis responsable fonctionne bien. J'ai de la chance, et il fonctionne bien parce que les salariés y sont engagés. C'est tout. On n'a pas les moyens de bien fonctionner en EHPAD, et ça, c'est assez facile à objectiver. Les EHPAD manquent en moyenne de 40% de moyens, c'est-à-dire que lorsqu'on se compare aux autres établissements médico-sociaux qui accompagnent un public ayant les mêmes besoins, on a 40% de moyens en moins. C'est très facile à objectiver. J'ai pu faire avec le médecin co des coupes pathos ou des coupes GIR en maison d'accueil spécialisée, par exemple, ou en foyer d'accueil médicalisé. À GMPS équivalent, on a 40% de budget en moins. Voilà, c'est absolument anormal. Et on a également fait des coupes Séraphin PH au sein de l'EHPAD, et là on constate qu'il manque aussi certains métiers au sein de l'EHPAD. Je regarde le professeur Jandel qui ne doit pas être loin. Il manque des soignants, il manque des rééducateurs, il manque aussi des professions éducatives en EHPAD. Il manquerait légèrement des petits professionnels pour accompagner sur la communication, oui, sur l'évaluation. Tout à fait. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, maintenant de toute façon, à part une révolution dans notre milieu, oui, et il faut continuer de militer, oui, vous, la raison pour laquelle vous communiquez, c'est d'évoluer et repousser l'échéance de l'effondrement. Voilà. Voilà, oui, parce que grâce à cette communication, l'établissement il est attractif, donc je peux recruter du personnel, et grâce à cela, donc en effet, mon équipe s'épuise un peu moins, en fait, tout simplement, donc ça contribue à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je communique, je communiquais pas, avant lorsque je travaillais dans la protection de l'enfance ou dans le polyhandicap, j'en avais pas besoin. Là, en EHPAD, j'en ai besoin, donc ça nous permet de maintenir notre énergie actuelle. Très bien. Et vous, Monsieur Foster, vous avez plutôt tendance aussi à utiliser quel type d'outils de communication? Parce que vous aussi, vous avez envie de communiquer. Bonjour. En tout cas, bravo Pascal, ce que tu fais. Des fois, je suis un peu même jaloux de tes nombreux likes qu'il peut avoir sur sa publication LinkedIn. C'est vrai, moi, je communique à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers les médias, parce que je pense que c'est important de donner notre image positive des EHPAD. On voit beaucoup d'articles malheureusement qui défilent sur les réseaux sociaux, et ça fait d'ailleurs beaucoup de likes, et je pense qu'il faut changer ça tout en mettant en valeur les métiers du grand âge et l'EHPAD en question. Et je pense qu'aussi c'est important de choisir son média lorsqu'on intervient sur ces sujets-là. Il faut être capable de dire non. Alors, il y a certains médias que je refuse parce que je sais que ça va être tout de suite de l'EHPAD bashing et que j'aurai pas assez de répondants, parce qu'en face, il y aura toujours quelques arguments qui vont me permettre de contrer. Mais la plupart, je le dis, de CNews à BFM TV jusqu'à LCI, tout ça, vraiment, les journalistes apprécient. Là, on a fait récemment la canicule. C'est vrai qu'ils voulaient s'orienter en disant que dans les EHPAD, il n'y avait qu'une pièce rafraîchie
et que les EHPAD n'étaient pas en mesure d'accueillir les personnes âgées, qu'ils allaient souffrir, qu'ils allaient décéder. Non, il faut renvoyer une image, on a mis une animation. Bon, alors je ne vous cache pas, c'est vrai qu'on a fait exprès de mettre des résidents à 7h du matin dehors et une bassine et tout ça, mais c'est fait exprès, c'est pour vraiment renvoyer l'image que non, ça peut être fun dans un EHPAD et qu'on s'occupe bien des résidents. Et je pense que c'est aussi important de rassurer les téléspectateurs, et c'est pour ça que on évite peut-être des messages qui disent qu'on manque de personnel ou tout ça, parce que ça peut inquiéter, et donc les familles n'iront pas dans les EHPAD s'ils entendent ce discours-là. Donc il faut vraiment donner un discours positif et essayer aussi d'envoyer un message à la fois politique. Est-ce qu'on va tomber dans l'angélisme ? Est-ce qu'on va tomber dans le cliché ? Est-ce qu'on va tomber dans le je ne vais sortir que les moments sympathiques et puis je vais cacher le reste ? Comment vous, au niveau des Jardins d'Haïti, vous avez pris la décision de communiquer et d'une certaine manière ? Pourquoi vous le faites et comment vous le faites ? Merci Annie, bonjour à tous. En fait, je rejoins tout à fait mes collègues qui ont très très bien parlé. En gros, moi, c'est parti d'un ras-le-bol il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je débutais, enfin ça faisait 5 ans que je faisais ce métier, donc c'était pas non plus très ancien, et j'en avais marre de cet EHPAD bashing, d'entendre, en fait à chaque fois qu'on ouvre un journal ou une télévision, on n'entend qu'une chose, c'est les EHPAD égale maltraitance, donc il ne faut pas y aller. Il y a même des titres de journaux que j'ai gardés, il faut en finir avec les EHPAD. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait des 800 000 vieux aujourd'hui, et je dis vieux, c'est très bienveillant, et du million qui va arriver plus tard, on l'a vu toute la journée d'hier, les chiffres vont quand même dans un sens qui doit nous interpeller. C'est une vraie révolution. C'est une révolution sociétale. On a 5 générations qui se côtoient. Complètement. Et dans l'histoire de l'humanité, ça ne nous est jamais arrivé. Donc, exactement. Il y a qu'on s'adapte. Et du coup, ce ras-le-bol, je me suis dit, bon ok, il y a un enjeu, parce que si on éduque les gens à dire uniquement l'EHPAD c'est pas bien, ils n'iront jamais. Alors qu'en vérité, il y a plein de choses qui sont belles, il y a plein de bons directeurs, il y en a des tonnes, beaucoup plus que des mauvais, il y a beaucoup plus de bonnes maisons de retraite que de mauvaises maisons de retraite. Et moi, donc ce ras-le-bol, je dis ok, à mon avis, déjà, il faut changer le nom. Je supporte plus le mot EHPAD, parce que chez moi en tout cas, à mon humble avis, dans EHPAD résonne fin de vie, établissement, froid, triste, drame, mort. Alors qu'il y a aussi de la vie, et moi c'est quelque part ce qui me passionne avant tout, je suis un passionné de la vie et de tous les bons moments qu'on peut y mettre dedans, et il y en a des tonnes, quel que soit l'âge. Donc je me suis dit, on va commencer par changer le nom, et on s'est appelé Maison à Vivre. C'était mon premier axe de com. Il y a quelques années, ça. C'était il y a 5 ans. Et sans le savoir vraiment, j'avais créé quelque chose qui allait m'accompagner au quotidien et qui allait accompagner mes équipes aussi. Parce que pour que ce soit vrai, et j'adore votre question Annie, est-ce que c'est que des paillettes ? Parce que la communication, ça peut être aussi uniquement du marketing. Et un mot comme Maison à Vivre peut être uniquement marketing. Sauf que nous, c'est devenu notre philosophie au quotidien, notre façon d'approcher le grand âge, d'approcher les familles aussi, d'approcher les salariés. Moi, mon management a changé parce qu'il fallait que je sois un manager Maison à Vivre et pas EHPAD. Et en fait, même si c'est des mots et que c'est la même chose, on peut se rendre compte que c'est drastiquement différent de la manière dont on va approcher la chose. Donc voilà, mon postulat, c'est de dire déjà on change le nom, et à partir de là, on s'est amusé à tout casser. Mais je pense que vous n'avez pas changé que le nom, c'est ce que vous êtes en train de dire. Quels sont les grands projets que vous avez communiqués ? Comment vous vous êtes débrouillé pour petit à petit faire en sorte de communiquer autrement ? En gros, on a un outil qui nous aide beaucoup, c'est l'ouverture sur le monde. On a parlé pas mal du lien social et de l'importance, et ça on le sait depuis des années et des années, et je pense que pendant longtemps, on a pensé lien social égale sortir le résident à l'extérieur, ce qui est une très bonne idée, sauf qu'aujourd'hui la réalité c'est qu'un résident qui rentre en EHPAD, à 95% des cas, il ne sera pas capable de sortir, donc on doit inverser la tendance et faire rentrer le monde dans l'EHPAD, sauf que là on part sur une utopie totale, parce que qui a envie de venir en EHPAD ? Déjà que les résidents ne veulent pas venir, déjà que les familles ne veulent pas mettre leurs parents. Donc on part sur un projet qui est très utopique, mais en même temps qui est passionnant et qui m'éclate pour le coup dans le bon sens. C'est de transformer l'EHPAD en place du village. Et c'est là que le mot « raison à vivre » commence à résonner complètement. Et on s'est amusé à y mettre une crèche, un espace de coworking, une école de musique, un logement étudiant, un restaurant ouvert sur l'extérieur, etc. etc. Et au fur et à mesure, on communique exactement sur ce qui existe, sur ce qui fonctionne. C'est que du réel. C'est ça qui est très important, c'est de communiquer que sur nous. C'est vraiment notre philosophie, c'est de dire toutes les photos qu'on va montrer sur Instagram ou autres, qui sont des réseaux aujourd'hui dont on doit
se servir, parce qu'on parlait de l'IA, les réseaux aussi sont là aussi dans le bon sens pour le coup, pour montrer ce qu'on fait de bien aussi. Et encore une fois, c'est au nom de la profession et pas au nom des jardins d'Haïti qu'on le fait. C'est pour dire, il y a aussi des trucs cool. Un EHPAD peut être sur Instagram et on peut diffuser des photos sympas, marrantes, et c'est même un super hommage à nos résidents, à nos équipes aussi, de les mettre en valeur. Par contre, il faut que ce soit vrai, effectivement. Parce que le retour peut être un peu rigolo. Vous communiquez notamment, et vous avez une façon de communiquer qui est chacune différente. Vous, par exemple, Pascal, vous avez identifié les réseaux. Comment vous avez fait pour choisir et réfléchir au mode de communication que vous faites ? Alors, on communique tout d'abord, nous, à destination des familles. C'est-à-dire qu'on a créé une page Facebook qu'on alimente toutes les semaines par à peu près 70-80 photos par semaine. Ce sont les animateurs. Alors je dis les parce que j'ai la chance d'avoir plusieurs animateurs au sein de l'EHPAD. Ce sont donc les animateurs qui mettent un topo sur les activités de la semaine et proposent des photos du quotidien pour les familles. On doit avoir à peu près une centaine de familles qui doivent... Donc évidemment, grâce à l'évaluation HAS, vous avez tout bien tracé en termes d'autorisation de droit à l'image, tout ça. Exactement. Et pour le coup, en effet, c'est un sujet parce qu'il est très difficile de réussir à évaluer si la personne qui a un trouble neuroévolutif accepte que sa photo soit sur le net. Ça, c'est très difficile et pour nous, c'est une vraie préoccupation, justement, pour des questions de dignité évidentes. Donc, c'est compliqué, hein, c'est compliqué comme exercice, mais on le fait assez simplement, en toute transparence, avec l'ensemble des autorisations nécessaires et ça fonctionne plutôt bien. Et on se rend compte que cette page Facebook, tout compte fait, elle est suivie par 1600 personnes, c'est-à-dire que ça n'intéresse pas que les familles, mais également les personnes du territoire, donc des futurs salariés, des élus, des habitants, des voisins. Et parallèlement à ça, moi j'ai mis en place une communication sur LinkedIn plutôt grand public, où je publie à peu près 15 à 20 fois par an. C'est pas si énorme que ça. Chaque publication me prend entre une demi-heure et 1 heure à peu près pour la faire. J'avais commencé cette démarche-là en plein EHPAD bashing, pour justement prendre le contre-pied de ce que l'on pouvait entendre sur les EHPAD et rendre la structure attractive. Et ça fonctionne parce que grâce à cette communication, je reçois des candidatures spontanées. Bon. Donc ça fonctionne. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez une stratégie particulière en termes de temps ? Combien de temps vous y consacrez ou est-ce que ça arrive comme ça au gré des demandes de la presse, par exemple ? Alors, moi, il m'arrive aussi de faire des petits déjeuners avec des journalistes. Et c'est vrai parce que, justement, pour essayer de cadrer un peu le cadre de l'interview, ou peut-être aussi des images qui peuvent être prises. Après, le temps, non, il n'y a pas de temps nécessaire. Après, c'est un peu un travail de lobbying, peut-être, qui me prend un peu de temps pour... mais ça, c'est encore une fois pour dire aux journalistes qu'il est important de donner un message clair et positif sur le secteur du grand âge. Parce qu'une fois qu'on a communiqué et que voilà, tout s'est bien passé au mieux, qu'est-ce que ça a comme conséquence, la communication ? Est-ce que c'est toujours positif, toujours qu'est-ce qui se passe après ? Après, il faut maîtriser évidemment la parole, il faut choisir, comme j'ai dit, le média, et puis il faut s'attendre parfois des retours du bâton, c'est-à-dire qu'il y a des familles, le personnel qui peut se plaindre, ou contacter directement les médias, contacter directement les autorités de tutelle pour dire que c'est pas vrai ce qui est diffusé. Donc évidemment, ça crée de la jalousie. Voilà. Après, je pense que c'est quand même important de communiquer. Il ne faut pas avoir honte de dire que le fait de communiquer, ça augmente le TO, clairement. Mais il faut s'attendre derrière, et c'est pour ça qu'il faut vraiment communiquer sur le vrai. C'est-à-dire, quand vous communiquez ou quand vous transmettez des messages, il faut que ce soit vrai, il ne faut pas que ce soit fait qu'un seul jour. Il faut qu'on sente que c'est authentique, sincère derrière. Et si on voit que c'est le cas, franchement, vous ne risquez pas à grand-chose. Mais sachez-le que quand vous allez publier des articles de presse et tout ça, les autorités regardent, ils ont une veille, évidemment, notamment les ARS, chaque ARS regarde tous ces articles, et compare aussi par rapport aux plaintes qu'ils peuvent avoir de l'établissement et tout ça. Donc il faut vraiment se projeter et se dire, il y a des conséquences qui peuvent être des fois difficiles à supporter si l'établissement est difficile en termes de climat social ou avec les relations avec les familles. Donc tout n'est pas si rose. Qu'est-ce que ça a comme conséquence de communiquer ? L'attractivité, une fois de plus.
J'y reviens. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas faire du faux avec un EHPAD. Hein. C'est impossible. Ce sera immédiatement vérifié, on sera immédiatement rattrapé. Si voilà, il y a des dysfonctionnements que l'on cache, on est attendu au tournant. Hein. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il y a une suspicion de fait que l'on fait mal les choses. Donc voilà, on peut pas faire du faux tout simplement. Ce qui est intéressant en fait dans la communication, c'est que si elle renforce l'attractivité de la structure, elle nous permet à terme de choisir le personnel que les habitants méritent. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Vraiment. Hein. Quand en effet, on met une annonce, là vous avez l'exemple de l'annonce avec Didier. Le fameux. Alors, la fameuse annonce avec l'animateur, alors bien entendu, ce sont des salariés de l'établissement et des habitants de l'établissement, mais l'annonce par exemple avec Didier, voilà, parce que l'on cherchait un apprenti à ce moment-là, ou celle de l'animateur nous a permis d'avoir 52 candidatures par exemple. Donc ça vaut le coup, en fait, ça marche. Et grâce à cela, parce que l'on met en avant nos conditions de travail et surtout un état d'esprit qui se veut être plutôt sympathique, y compris dans l'accompagnement des personnels, bien entendu, conséquemment, ça marche et on choisit le professionnel que l'habitant mérite. Et c'est en cela que c'est intéressant pour moi de communiquer, et ça, c'est une bonne retombée. Et vous avez quelles conséquences des communications que vous faites ? Alors, première conséquence, c'est exactement la même. Effectivement, c'est un recrutement simplifié et de qualité. C'est un turnover quasi inexistant, pour ainsi dire 0, donc ça, c'est quand même génial, dans une profession qui aujourd'hui est clairement en galère. C'est un remplissage à 100%, et ça aussi, c'est important, ça prouve une satisfaction des résidents et de leur famille. Et moi, ce qui me plaît, au-delà de ça, dans cette communication, c'est la notion de transparence que ça implique, parce qu'en fait on se met à montrer tout ce qu'on fait. Alors bien sûr que ce sont des choses qui sont jolies et on montre plutôt le bon côté, mais ça veut dire qu'on est transparent, et je crois que cette transparence, les familles en ont besoin, et comme on est vu, et très très vu, les gens vont venir nous voir effectivement sur site, parce que ils vont venir, attends mais qu'est-ce qui se passe là-bas, ça a l'air génial, on va aller voir. Et nous, on se met la pression encore plus, parce qu'on veut absolument que si vous venez demain chez nous, parce que vous avez vu un post Instagram rigolo, il faut que ce soit pareil, voire mieux. Donc ça nous met une pression encore plus haut, point négatif peut-être, mais en même temps, ça nous permet de savoir qu'on travaille bien. Et finalement, il y a les évaluations HAS, par exemple, HAS qui sont géniales, mais je pense que la communication réelle et transparente est aussi une façon de s'auto-évaluer, d'ouvrir nos portes de manière réelle, et tout le temps. Et ça, c'est vachement important pour moi. Quand je disais tout à l'heure, on est devenu une place du visage, c'est que du coup, n'importe qui peut venir chez nous, n'importe quand. Ça veut dire qu'il faut que ce soit tout le temps parfait. Alors, ça nous met une pression supplémentaire, mais ça nous impose d'être bon, en tout cas d'être au mieux. Et d'être au mieux, c'est-à-dire que la pression de « on est parfait », ça aussi, ça peut engendrer des choses compliquées. Parmi les projets ou parmi les raisons pour lesquelles on vient, enfin, où la presse ou les médias vous sollicitent, c'est pas forcément toujours positif, la raison pour laquelle on vous sollicite. Quels sont les grands projets ou la raison pour laquelle... Bon, là, c'était la canicule cet été, mais il n'y a pas que ça. Quels sont les sujets que vous mettez en avant pour communiquer ? Après, la plupart qui viennent, je ne les sollicite pas, mais c'est toujours pour du positif. Hein. J'ai rarement vu une personne qui montrer dit... une autre image que les châteaux hantés. Oui, bon, il y a une personne qui voulait voir les protections pour voir si on rationalisait, mais bon, j'ai ouvert le placard de protection et puis ils ont bien pu constater d'eux-mêmes qu'il n'y avait pas de difficulté. Non, la plupart, ils viennent, c'est pour donner une image positive. Et je veux aussi dire qu'il ne faut pas avoir peur des journalistes. Les journalistes sont là aussi pour montrer des images d'intérêt public aussi, et ils sont plutôt dans le côté positif, et je veux vraiment aussi défendre les journalistes qui œuvrent et qui travaillent vraiment activement pour aussi transmettre un bon message, et donc il ne faut pas avoir peur de les accueillir, voilà. Et puis après, des fois ils viennent sur des sujets, par exemple sur la grippe, en disant regardez, on a une gestion de Covid ou gestion de grippe, comment vous faites pour gérer à la fois la gestion épidémique. Nous, on montre que le personnel est engagé et qu'ils viennent des fois sur leur temps de repos. C'est ça qu'il faut montrer. Vous voyez, essayez de profiter du moment pour montrer le dévouement du personnel soignant. Voilà. Après, il y a des fois des sujets qui sont touchy, où vous évitez de les faire rentrer, tout simplement, parce que là, des fois, il y a rien à faire. Je pense notamment
des enquêtes exclusives et tout ça, là, c'est un peu compliqué. Et là c'est pas le cas. Vous, quels sont les... Alors, on a vu déjà les projets sur le recrutement, mais moi, j'adore le prochain. C'est quoi le prochain projet, là ? Le prochain projet, alors, j'ai fait un post sur LinkedIn, pour le coup, hier soir, qui, vous allez le voir, fonctionne bien moins que les autres parce qu'on parle de la mort. Mon futur projet, c'est de financer une sépulture pour l'EHPAD. Pourquoi ? Parce que nous avons un certain nombre d'habitants au sein de l'EHPAD qui n'ont pas les moyens d'avoir une sépulture. Hein, les personnes qui sont à l'aide sociale, 50% des habitants de l'EHPAD sont à l'aide sociale. Certains d'entre eux sont sans famille, notamment des personnes qui sont en situation de handicap également. Et donc l'idée, plutôt que de les laisser partir dans le carré des indigents, parce que c'est ce qu'il se passe à l'heure actuelle, c'est d'acquérir en fait une sépulture. Donc on va lancer une campagne de collecte de fonds. Je l'ai lancée donc hier. Je suis sûr qu'elle va marcher. La précédente campagne que l'on avait faite pour la salle de bal, elle avait fonctionné pour le coup. Donc je suis sûr qu'elle va marcher et ça nous permettra d'avoir une sépulture pour accueillir Jean, Jean-Marie, Jacqueline, Guy. Là je vous cite des prénoms d'habitants qui sont actuellement dans l'EHPAD et qui n'ont pas de solution justement. Voilà, dans cette situation-là, maintenant ils en auront une. Donc voilà le genre de projet qui peut s'ouvrir. Parmi les projets à venir, là, oui, merci. Donc on relaie et on se mobilise. Et on va mettre le QR code pour que tout le monde donne des sous. Exact. Hein. Attendez, il n'y a que des dirlots pleins d'argent là. Donc, qui sont très bien payés. Qui sont très bien payés, c'est vrai. Pour le nombre d'heures qu'on fait, c'est génial. Il y a quelques années, on va dire, j'avais travaillé avec une association culturelle pour ouvrir les maisons de retraite toutes le même jour. Je ne sais pas si pour les plus anciens dans la salle, ça s'appelait un dimanche savoureux. L'idée, c'était que toutes les EHPAD, enfin, tous les établissements s'ouvrent en même temps pour justement bousculer un peu tout ça et mettre un gros coup de projecteur sur le château hanté au fond de là-bas qu'on ne veut pas aller voir. Est-ce que ce type de projet pourrait aider à communiquer, ou vous, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant dans les mois qui viennent? Donc lui, il est en train de lancer son projet. Vous, c'est quoi? Bon, nous, on est un peu hyperactifs des projets, c'est le problème. Hein, c'est qu'on a beaucoup d'idées aussi, donc c'est génial. Des projets, on en a pas mal. À chaque fois, ils tournent sur la même logique de dire il faut que ça fasse du bien à tout le monde. Je vous prends l'exemple de l'école de musique. C'est génial parce que ça fait du bien aux résidents. Et ça, il n'y a pas de débat. Une personne âgée qui voit un enfant jouer de la musique devant lui, c'est génial. Ça fait aussi du bien à l'enfant. Parce que, et ça, on ne savait pas à l'époque, la puissance de l'outil, c'est qu'on a créé finalement une école de musique dans laquelle on apprend aux plus jeunes musiciens à jouer de leur instrument devant un public en permanence. Et c'est génial parce que la musique, par définition, on l'apprend dans un local fermé et on joue une fois dans l'année devant 800 parents. Là, vous jouez tout le temps devant des gens. Donc, tout le temps, dans tout ce qu'on fait, on essaye de faire en sorte que ce soit utile à tous. Là, on a plein de projets encore dans ce même esprit. Alors, ça va vous faire rire, on essaye de développer on voudrait ouvrir une piscine au sein de l'EHPAD l'été prochain, l'ouvrir aux associations pour apprendre aux jeunes des quartiers à venir nager chez nous, parce qu'il en manque des piscines à Marseille. Et on voudrait que, voilà, toujours pareil, dans l'esprit de gratuité, et puis que les résidents puissent bénéficier de cette venue aussi des jeunes, etc. Donc, des projets comme ça, on en a des tonnes. Et j'aimerais aussi mettre vraiment à l'honneur nos soignants, nos salariés, par le biais d'un colloque qu'on organisera peut-être au mois de juin, dans lequel on voudrait raconter, alors j'ai pas encore tout qui est calé, mais dans lequel on voudrait raconter ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et laisser la parole aux salariés qui sont aujourd'hui très fiers de faire partie de cette maison à vivre. Et je trouverais ça vachement important parce que ce sont eux le moteur, il faut vraiment le souligner. Nous, on impulse quelque chose par nos communications, par nos joies de vivre, etc. Et c'est génialissime, mais c'est eux sur le terrain, et c'est eux qu'il faut mettre à l'honneur. Donc je voudrais vraiment trouver un système pour qu'ils aient la parole et la lumière sur eux, parce qu'ils le méritent. Au même titre, ouais, merci. Les prochains projets là, à communiquer, ça va être quoi chez vous? Moi, c'est vrai, j'aimerais bien communiquer un peu sur le déficit, comme quoi les EHPAD publics rencontrent un déficit important et que lorsqu'on rencontre un déficit, on réduit le personnel et que les pouvoirs publics doivent davantage financer du personnel soignant dans les EHPAD, rénover les EHPAD. Et l'idéal, c'est de faire un service public comme dans un EHPAD privé, vous voyez, et retrouver le même cadre de vie. J'en parlais tout à l'heure avec un groupe
d'ameublement NBS et tout ça. Et moi, mon rêve, c'est vrai que je souhaiterais voir vraiment ces EHPAD publics comme on peut voir dans certains EHPAD privés avec un beau cadre de vie, et ça, c'est important. Et ce que je souhaiterais, et je vous incite à communiquer aussi dans votre presse régionale sur ce que vous faites de bien dans vos structures, évidemment en lien avec vos services de communication, parce qu'il faut vraiment que la communication soit, je vais dire, maîtrisée, mais je vous incite vraiment à communiquer davantage et à mobilisons tous ensemble pour que le secteur soit un beau secteur et qu'on mette en valeur les résidents, le personnel et vous-même, les directeurs, parce qu'on sait que c'est très compliqué ce travail-là. Merci à vous. Avant de finir, merci. On va s'arrêter là, mais j'ai juste un petit dernier mot. Je voudrais quand même que vous nous disiez, parmi toutes les ressources qu'on a, donc il y a des journalistes qu'on peut solliciter, quels alliés vous sentez les plus proches de vous qui pourraient faire décoller les choses? Personnellement, j'avais envie de vous lancer sur l'art, sur la culture. Est-ce qu'éventuellement, vous avez repéré autour de vous des alliés au sein de la maison, parmi les habitants, dans les familles ou ailleurs? Est-ce que vous en avez repéré des alliés? Je vais laisser la parole peut-être. Allez. Alors le premier allié à mon niveau, c'est le CVS. En fait, le CVS, on l'implique systématiquement. À chaque fois qu'ils sont au cœur des projets qui les impulsent et qu'ils y participent, ça fonctionne. Et on voit en effet sur les photos, les communications, qu'ils sont à fond. Alors bien entendu, on les motive, les habitants, on leur fait vivre des choses qu'ils n'ont jamais vécues jusqu'alors. Et donc voilà, c'est les meilleurs ambassadeurs de l'EHPAD. Et ensuite, on a aussi un très bon allié, la mairie. On travaille très bien avec la mairie, bien que ce soit un EHPAD associatif. Voilà, il y a une bonne alliance. On a organisé par exemple les élections du CVS. On a fait les choses en grand et on a demandé à la mairie de sortir l'intégralité des panneaux électoraux dans la ville pour afficher donc voilà, les affiches des habitants qui se présentaient. La campagne électorale. La campagne électorale, c'était une vraie campagne électorale dans la ville. Voilà. Et alors encore plus si vous avez, parce que je sais qu'il est dans la salle, encore plus si vous avez des villes amies des aînés, c'est-à-dire des villes qui se sont engagées dans ce label Ville Amie des aînés. Allez, dernier point, c'est qui les alliés chez vous? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Pascal, les CVS c'est très important, il faut aussi les rendre vivants déjà de base et transparents, etc. etc. Tout ce qui est médias, c'est très important. Moi, je me permets un dernier mot, je pense qu'on est tous d'accord. Là, on vient de dire tout ce qu'on fait de joli et qui nous régale. Il ne faut pas oublier qu'on a les mêmes problématiques, malgré tout. Et j'ai parlé des salariés tout à l'heure et je vais revenir dessus. Et peut-être que ça pourrait être un allié de demain. Je vais me permettre de dire peut-être l'État, s'il nous aide un peu plus, parce qu'en fait, chez moi, on a quand même des ratios qui sont, pour moi, pas bons. On a un soignant pour 9-10, ce qui est pas mal, mais en fait, c'est pas bon. Et demain, si on a un soignant pour 5, là, on peut parler de qualité de travail. Et là, on a besoin d'aide. Voilà. Et parmi les alliés, on aura peut-être les écoles qui apprendraient à communiquer, par exemple. Et vous, c'est qui les alliés? Évidemment le CVS, les élus politiques, moi j'y crois beaucoup pour nous aider, donc le message a été dit clairement et je pense que là c'est la question du financement qui est important de traiter pour vraiment permettre à ce que l'EHPAD soit un lieu de vie agréable pour tous, mais encore faut-il qu'il y ait des financements qui sont à la hauteur de nos besoins. Merci beaucoup, merci à tous.